Bonjour à tous, je vous propose de voir dans cette vidéo les caractéristiques techniques les plus courantes des appareils photo numériques à travers deux modèles, le Sony Alpha 6000 et le Canon 700D. Attention, cette vidéo n'est pas un comparatif. Le Sony possède une monture E, la monture de tous les hybrides chez Sony. On peut y associer des objectifs plein format, de monture FE également. Le Canon a une monture EFS. Il accepte les objectifs de monture EF pour le plein format. On le voit pour le Canon, mais on va en reparler avec le capteur. Cela implique un coefficient multiplicateur pour obtenir la focale réelle en équivalent plein format, c'est-à-dire à la taille des pellicules argentiques au format 24-36. Ce coefficient est de 1,5 pour le Sony et de 1,6 pour le Canon. Les deux capteurs sont de format APS-C. Le capteur Canon est légèrement plus petit, d'où le coefficient de 1,6 contre 1,5 pour le Sony. Le Sony possède une meilleure résolution de 24 millions de pixels au lieu de 18 millions, mais comme on l'a vu dans la vidéo sur l'achat d'un appareil photo, à partir de 11 millions, on a une résolution suffisante pour l'impression de petite taille. Pas besoin de céder à la course à l'armement. Le format 3,5, c'est un rappel du ratio des pellicules 24-36. Ça n'empêche pas de faire des photos au format 4 tiers, carré ou 16 neuvième, format plus étiré qui sied mieux pour du paysage par exemple. Les deux possèdent un système de nettoyage intégré. Les deux peuvent prendre des photos au format universel JPEG, mais aussi au format RAW, format brut de capteur qui permet un développement très poussé. Les deux peuvent prendre des photos au format JPEG et RAW en même temps. Sur le Canon, le mode rafale permet de prendre 5 images par seconde. Du côté de la vidéo, le Sony encode au format classique MP4 et au format propriétaire le AV-CHD. Le Canon encode au format MOV de compression H264 en Full HD. A noter que les appareils photo restent des appareils photo et non des caméras vidéo. Par exemple, ils ont généralement une durée maximum pour de la vidéo, ici 30 minutes, ensuite la vidéo va se couper, il faudra la relancer si vous voulez filmer plus longtemps. Les supports de stockage acceptés sont dans les deux cas les cartes SD, SDHC, SDXH, sont des cartes SD avec des capacités en écriture plus importantes. Le Sony accepte aussi un format propriétaire, les mémoristiques. Ici ce n'est pas le cas, mais certains appareils fonctionnent avec des compacts flash. Le Sony intègre des mécanismes de réduction du bruit sur des ISO élevés, sur le bruit issu des pauses longues. Si ces notions vous sont totalement étrangères, regardez la vidéo sur les bases de la photographie. Ensuite, on nous indique les différents modes sur les balances des blancs. Pour plus d'infos, je vous propose de voir la vidéo sur la balance des blancs. Ici, les deux équipements ont des fonctionnalités proches. Si vous avez vu la vidéo sur la mise au point, les notions suivantes vous sont sûrement familières. Le Sony dispose de 179 points collimateurs pour la détection de phase et 25 points pour la détection de contraste. Le Canon n'a que 9 collimateurs croisés, il détecte aussi bien les verticales que les horizontales. Les deux possèdent au minimum les trois modes suivants, le mode AFS Autofocus Single, One Shot chez Canon, mise au point sur sujet immobile et mode par défaut. Le mode AFC Autofocus Continu, AI Servo chez Canon, mise au point au sujet en mouvement. Et le mode AFA, AI Focus chez Canon, mise au point automatique, l'appareil décide s'il doit être en AFS ou en FA, c'est un mode à proscrire. Le fait qu'il y ait moins de collimateurs sur le Canon n'est pas rédhibitoire, car souvent on se sert du collimateur central comme unique collimateur quand on n'utilise tout simplement pas la mise au point manuelle. Dans les autres caractéristiques sur la mise au point, on a des aides comme faisceau d'assistance, un éclair qui aide l'autofocus à se faire, ou encore l'autofocus prédictif. L'appareil essaye de deviner ce que vous voulez dans le focus pour gagner en rapidité de mise au point. Le mode de mesure, ou comment est contrôlée l'exposition, est une notion importante. Là aussi, les appareils sont proches en fonctionnalité. Notamment, les deux permettent les trois modes les plus classiques, le mode évaluatif, appelé aussi matriciel multi-segment. L'ensemble des capteurs est utilisé, les collimateurs chez Canon, pour déterminer la bonne exposition. Le mode à prépondérance centrale, on prend l'ensemble des capteurs, mais on accorde plus de poids au centre. Et le mode spot, seul le centre du capteur sert pour la prise de mesure de lumière. La vraie différence entre les deux appareils intervient sur le type du viseur. Le 6000 est un hybride, ou encore appelé un sans miroir. On a enlevé le miroir qui fait la visée réflexe pour gagner en taille et en poids. Notre viseur devient numérique plutôt qu'optique. Il a donc une définition, son nombre de points,
Plus elle sera élevée, plus la visée sera confortable. La couverture de champ est importante car pas tous les viseurs sont à 100%. Ils ne montrent pas forcément toute l'intégralité de la photo finale. Les deux possèdent un réglage de dioptrie, en général une molette sous le viseur, pour adapter la viseur à sa vue. Le point oculaire, c'est en quelque sorte la taille de confort de l'œilleton. Ici sur le Canon, il est plus petit, donc moins confortable. Les deux permettent d'avoir beaucoup d'infos directement dans le viseur, mais un viseur numérique sera toujours plus complet qu'un viseur optique à ce niveau. Pour le Canon, qui est un réflexe, le miroir est fixe, semi-transparent. La plupart des réflexes sont un miroir opaque qui se relève au moment de la prise de vue pour laisser passer la lumière sur le capteur. Ici, il est fixe et semi-transparent, ce qui évite de devoir le relever. On évite ainsi des tremblements qui peuvent conduire à des flous de bouger lors de la prise de vue. Pas d'appareil numérique sans son écran LCD à l'arrière. On retrouve des notions identiques au viseur numérique, ce dernier n'étant finalement qu'un écran dans un œilleton. On a donc aussi une résolution, il faudra qu'elle soit la plus élevée possible. On a aussi l'indication du comment l'écran peut être incliné, si celui-ci permet les affichages complets, comme la vitesse, l'ouverture, les ISO, les histogrammes, etc. A noter que l'écran du Canon est tactile. Suivent des caractéristiques disparates comme la détection des visages sur le 6000, les possibilités de zoom, la possibilité d'ajouter des applications comme une fonction d'intervallomètre, bref, des fonctions qui sortent du cadre de la photographie, mais parfois qui sont très utiles. L'obturateur par contre reste indispensable, mais les appareils récents ont désormais des obturateurs électroniques. Cela veut dire quoi? On se passe du mécanisme de rideau en activant les photosites du capteur pour faire la prise de vue. Cela permet d'avoir des vitesses toujours plus rapides, ici 1/4 millième de seconde sur les deux appareils. Une notion importante également, c'est la vitesse de synchronisation. Sur le 6000, c'est 1/160e de seconde. Du fait du mécanisme des rideaux, on ne peut aller plus vite qu'un 1/160e de seconde, sinon des bandes noires en haut et en bas de la photo vont apparaître lors des prises de vue de flash. Le 6000 et le 700D ne possèdent pas de stabilisation du boîtier. Ce sont les objectifs qui doivent être stabilisés pour avoir cette aide non négligeable à la prise de vue. Les deux appareils ont un flash intégré. S'ils fonctionnent en automatique par la méthode TTL, Frog the Lens, un premier flash est envoyé pour frapper le sujet, revenir à travers l'objectif, d'où le nom, et permettre au boîtier de calculer la bonne quantité de lumière que devra fournir le flash. Les deux permettent la synchronisation arrière ou déclenchement du flash au second rideau. Le fonctionnement de base, c'est que le flash se déclenche dès le début de la prise de vue, que la pause dure 1/30e de seconde ou 20 secondes. Mais on peut aussi demander à ce que le flash se déclenche en fin de prise de vue par cette fonction au déclenchement au second rideau. Les deux permettent au flash intégré de déclencher un flash externe en esclave. Le nombre guide représente en quelque sorte la portée du flash. Plus il est élevé, plus le flash sera puissant et portera loin, mais rappelez-vous que même le flash le plus puissant n'éclairera jamais très loin. La couverture du flash, c'est l'angle qui peut balayer, on l'exprime en millimètres comme la focale des objectifs. On note que sur le 6000, la rafale est de 11 images par seconde. Viennent ensuite les infos sur comment on peut s'interfacer avec l'appareil depuis un périphérique. Ici avantage au 6000 qui peut être piloté par un PC, un smartphone, une tablette. L'audio sur les appareils photo est assez rudimentaire. Un micro stéréo de faible qualité, la possibilité ou non de brancher un micro externe, de brancher une sortie et des haut-parleurs intégrés en mono généralement. Pour l'impression, à noter que le Canon, du fait que la marque fabrique des imprimantes photo, permet une édition simplifiée des photos par la connexion propriétaire PicBridge. Pour l'alimentation, les appareils Alpha ont tous la même batterie, ce qui est pratique pour passer la batterie d'un modèle à un autre. L'autonomie des batteries est notée en nombre de photos ou en durée de vidéo. Avantage au réflexe, car le viseur numérique va consommer de l'électricité dont n'aura pas besoin un viseur optique. Pour la taille et le poids, rien d'inhabituel. On retrouve ici l'avantage des hybrides plus petits et moins lourds du fait de la suppression du miroir et du pentaprisme. Le 6000 étant plus récent, il profite de l'ajout du Wi-Fi et du NFC. Pour les systèmes d'exploitation, même un système ancien pourra suffire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur les caractéristiques techniques. Cela aurait été bien trop long de tout détailler. Si vous avez des questions sur des informations présentes pour votre appareil, posez-les-moi en commentaire.